Dans l'affaire Le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, le procès s'est poursuivi du 14 avril au 28 mai 2021 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Monsieur Alassane, dont le procès a débuté en juillet 2020, est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis contre la population civile de Tombouctou, au Mali, en 2012 et 2013, dans le cadre d'une attaque lancée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, dit AQMI, et par un mouvement touareg affilié appelé Ansar-Dine. Monsieur Alassane a été membre d'Ansar-Dine et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Détenu à La Haye depuis le 31 mars 2018, Monsieur Alassane a pu assister aux audiences, soit à partir de la salle d'audience, soit par liaison vidéo depuis le centre de détention. Composé du juge-président Antoine Kessia Mbemindua, de la juge Tomoko Akane et de la juge Kimberly Prost, la chambre de première instance 10 a entendu 8 témoins appelés par l'accusation. En présentiel, depuis la salle d'audience ou par liaison vidéo, les témoins ont pu bénéficier, partiellement ou en intégralité, de mesures de protection impliquant le recours à un pseudonyme, le floutage de l'image, la distorsion de la voix ou encore le recours à des huis clos partiels. Le tout afin de préserver leur identité. Tous ont d'abord été interrogés par les membres du bureau du procureur sous l'autorité du premier substitut du procureur Gilles Dutertre. Sur autorisation de la Chambre, le représentant légal des victimes, maître Mayobo Kassongo, a également pu, lorsqu'il le souhaitait, adresser des questions aux témoins. Au nom de l'équipe de défense de M. Alassane, ce sont les conseils maître Melinda Taylor, maître Antoine Vey et maître Kirsty Sutherland qui ont mené les contre-interrogatoires des témoins. 6 de ces 8 témoins ont comparu devant la Chambre pour avoir contribué à des rapports d'expertise sur des éléments de preuve de l'accusation. Chacun, dans son domaine d'expertise respectif, a expliqué en quoi consistait sa mission, comment il ou elle avait travaillé et a été confronté aux résultats de ses analyses. Par exemple, analyste en vidéocriminalistique, Madame Amy Hack a expliqué avoir procédé à une analyse comparative de fichiers multimédia. Les témoins P0631 et P0127 ont quant à eux confirmé avoir produit à la demande de l'accusation des rapports sur la base d'imagerie satellitaire, autrement dit des images à 360 degrés, et avoir procédé par la suite à leur assemblage, recadrage et pixelisation. Plus tard, un autre des témoins, le témoin P0643, a été appelé pour son expertise en matière de droit malien. M. Peter Hostetler et M. Paolo Grassi, tous deux exerçant au sein de la police fédérale de Suisse, ont témoigné à leur tour sur le rapport qu'ils ont produit à deux sur l'analyse de données téléphoniques relevées au Mali. M. Grassi a alors expliqué. L'information que nous avons voulu donner une information claire et facile à comprendre aussi pour des autorités, des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce genre de données. Pour cette raison, nous avons indiqué que lorsque une donnée téléphonique possède des données, des informations géoréférencées, que ce soit par la latitude et longitude ou le cell ID, les emplacements concernent exclusivement l'antenne, le relais lui-même. Ce n'est pas le positionnement de l'appareil de téléphonie mobile qui se trouve à cet endroit-là. Au cours de son contre-interrogatoire, le témoin a apporté plus de précisions aux questions détaillées de la défense. Alors, je vais maintenant aborder la question des informations relationnelles. Est-il exact que
un fichier de données central peut montrer les contacts entre les numéros, mais ne montre pas ou ne démontre pas qui utilisait le dit numéro à un moment précis. C'est exact. Il s'agit de données techniques de téléphonie. Nous ne savons pas qui a utilisé le numéro à un moment précis. Plus tard, un autre témoin, M. Boubacar Keïta, a comparu pendant 4 jours en audience publique au cours desquelles il a parlé de la DSM, soit la Direction de la Sécurité Militaire. Le témoin a occupé les postes de directeur adjoint, puis de directeur de la DSM, qui répond notamment directement au ministère de la Défense du Mali. Le témoin a ainsi expliqué avoir été en charge de la coordination des moyens humains et matériels nécessaires afin d'obtenir des renseignements sur les menaces extérieures qui pesaient contre l'armée malienne au moment des faits. Sur la base de 246 documents annoncés par le bureau du procureur, il a été demandé aux témoins d'identifier ces documents, tous restés confidentiels. Le témoin a décrit des bulletins de renseignement portant notamment sur le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, sur les affrontements entre ces derniers et l'armée malienne, sur la restriction de liberté de la population civile, sur l'émigration de familles vers les pays voisins, ou encore sur les préparatifs d'attaque de la ville de Tombouctou. À la fin de l'interrogatoire en chef, c'est le représentant légal dans cette affaire qui a été autorisé à poser des questions aux témoins. Une question a porté sur les actions commises à l'encontre des libertés fondamentales de la population au-delà de ceux déjà évoqués auprès du bureau du procureur dont le témoin aurait eu connaissance. Je me rappelle aussi qu'à Gao, les citoyens ont eu des amputations de pieds et de mains. Il y a eu un cas aussi de lapidation. Ces dernières informations, c'est des informations qu'on avait sur les sources ouvertes, c'est-à-dire par les réseaux sociaux. Voilà donc ce que je peux dire, qui sont des informations qu'on pouvait avoir en dehors même de la chaîne de renseignement que je dirigeais. À son tour, l'équipe de défense a contre-interrogé le témoin en passant en revue les documents identifiés plus tôt et en interrogeant sur la fiabilité des informations recueillies nécessaires pour rédiger les bulletins de la DSM. Comment pouviez-vous considérer vos capteurs comme étant toujours des sources fiables? Parce que c'est des cadres de ma direction qui ont été formés militairement d'abord et ensuite formés pour faire du renseignement. Il n'y a donc aucune raison de ne pas avoir confiance au travail qu'ils font. Enfin, ce bloc de témoins s'est terminé avec la comparution d'un témoin protégé, Madame le témoin P0602, qui en session ouverte a parlé de l'arrivée de groupes armés dans la ville de Tombouctou et de la visite de certains de ces hommes au sein de son foyer. Oui, un soir, certains d'entre eux sont venus chez nous. Et moi-même, je me demande comment est-ce qu'ils ont pu retrouver chez nous. Mais bon, eux, là, aucun lieu ne se cache pour eux à Tombouctou d'ailleurs. Mais ils sont venus, ils étaient au nombre de 3, ils sont venus à la maison, ils ont demandé, et c'est mon père qui les a accueillis, et ils lui ont dit qu'ils ont besoin d'une fille qui est ici. Et le papa disait que, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Ils disent non, ils ne se sont pas trompés. En ce temps, moi, je n'étais pas à la maison, j'étais chez une voisine avec qui j'ai l'habitude d'aller causer. Et donc, ils disaient qu'ils sont venus me chercher et qu'ils voulaient me marier. La quasi-intégralité de ce témoignage s'est déroulée à huis clos. Dans les peu de sessions ouvertes, lors de son contre-interrogatoire, le témoin a été interrogé sur les
personnes qu'elle avait rencontrées après le départ des groupes armés de la ville de Tombouctou à partir de fin 2013. Comment avez-vous rencontré Madame A pour la première fois? Misafonna ni da Madame Aguna ce lawal di. Ok, j'ai compris. Et on s'est rencontrés là-bas. On s'est rencontrés au niveau de la maison de cet homme. Le procès dans l'affaire le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a, au 28 mai 2021, eu un total de 35 témoins appelés par le bureau du procureur, comparaissant devant la chambre de première instance 10.